Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Allah yabarak. Allah yabarak. Merci. Bon, bonjour tout le monde. Nous allons voir ensemble aujourd'hui les malformations de l'appareil urinaire. Alors, nous allons voir les malformations qui touchent le haut appareil. On a le haut appareil urinaire et on a le bas appareil urinaire. Les objectifs pédagogiques de ce cours, c'est de connaître les principales malformations de l'appareil urinaire et puis de savoir poser un diagnostic, dépister les complications et connaître un petit peu les indications et les principes du traitement. Alors, par souci de temps, nous allons voir uniquement les malformations les plus fréquentes. Les autres, vous les trouverez sur le cours mis sur la plateforme e-learning. Alors, premièrement, nous allons voir le syndrome de la jonction pyélo-urétérale. Alors, normalement, le transport de l'urine se fait grâce à un péristaltisme actif. Qu'est-ce que le péristaltisme? Le péristaltisme, c'est des contractions étagées, synchronisées, permettant le transport du bol urinaire de haut en bas, des reins jusqu'à la vessie. L'onde péristaltique se propage d'une manière synchronisée à partir du bassinet vers l'urtère et la vessie. En cas d'anomalie de la jonction pyélo-urétérale, il y a un segment de l'urtère sous-pyélique qui ne se contracte pas. Il y a absence de péristaltisme à ce niveau-là, ce qui fait que l'onde péristaltique ne se propage plus. C'est ce qu'on appelle obstacle fonctionnel. Alors, à différencier de l'obstacle organique, quand on dit obstacle organique, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose physique qui bloque. Quand on dit un obstacle fonctionnel, ça veut dire par manque de péristaltisme. Il n'y a pas de péristaltisme à ce niveau. Et on parle d'obstacle fonctionnel, ce qui va entraîner une dilatation pyélocalicielle sans dilatation urétérale. Alors, l'étude histopathologique de ce segment sous-pyélique malade révèle que le tissu, normalement, c'est des fibres circulaires, des fibres musculaires circulaires, elles ont été remplacées par des fibres de collagène. Alors, c'est une anomalie congénitale, donc on parle également de jonction primitive ou essentielle. Congénitale, ça veut dire qu'on est avec. C'est la plus fréquente des uropathies malformatives. Elle peut se révéler à tout âge et elle est souvent associée à d'autres malformations, notamment le rein en fer à cheval et l'hydronéphrose contralatérale ou la jonction contralatérale. Donc, la jonction, elle est bilatérale dans 15% des cas. Les conséquences de l'obstruction, premièrement, on aura une dilatation progressive des cavités pyélocalicielles. Deuxièmement, une augmentation de la pression intrapyélique, puisque le flux urinaire, donc il y a un obstacle fonctionnel, les urines ne passent pas normalement. Cette augmentation de la pression va entraîner un reflux d'urine à travers les papilles, donc un reflux d'urine dans le néphron, dans le parenchyme rénal, ce qui engendre une diminution de la filtration glomérulaire, ce qui retentit sur l'activité du néphron, qui est l'unité fonctionnelle humaine. Troisième conséquence, c'est la stase urinaire. L'urine en stase favorise l'infection et notamment la lithogénèse. L'évolution à la longue, elle se fait vers une atrophie rénale progressive avec altération de la fonction rénale et au maximum, on aura la constitution d'une poche d'urine, un rein muet non sécrétant. Alors, le retentissement sur l'infiltration glomérulaire, je vous ai mis cette slide, c'est juste pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire sur le fonctionnement du néphron. La filtration glomérulaire, c'est un jeu de pression.
Alors, on a la pression capillaire, qui est la pression à l'intérieur des vaisseaux. On a également la pression hydrostatique, qui est la pression à l'intérieur du néphron. Et la pression oncotique, c'est une pression provoquée par la différence de concentration en protéines plasmatiques entre les deux milieux. La pression de filtration glomérulaire est égale à la pression capillaire moins la somme des deux autres pressions, la pression hydrostatique et oncotique. Donc on a un syndrome de jonction. On aura une accumulation d'urine au niveau du pyélon, ce qui va entraîner une augmentation de la pression intrapyélique. Cette augmentation de la pression intrapyélique va être transmise à la pression à l'intérieur du néphron. Il va y avoir reflux d'urine vers la papille dans le néphron, ce qui va entraîner une augmentation de la pression à l'intérieur du néphron. Donc, augmentation de la pression hydrostatique. Donc, en cas de syndrome de jonction, on aura une augmentation de la pression hydrostatique. Et si on revoit la formule de tout à l'heure, la pression de filtration glomérulaire est égale à la pression capillaire moins la somme des deux autres pressions. Si la pression hydrostatique augmente, on aura une pression de filtration glomérulaire qui diminue. Donc, c'est le mécanisme de retentissement de ce syndrome de jonction sur le fonctionnement du rein, le fonctionnement du néphron. Jusqu'ici, ça va? Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez? Oui. Alors, on continue. Le mode de découverte. Alors, autrefois, c'était la douleur abdominale à évolution intermittente par poussée, exacerbée surtout par la prise de boissons. Mais actuellement, c'est l'échographie anténatale. Pratiquement toutes les grossesses sont suivies par les gynécologues et c'est l'échographie anténatale qui met en évidence des hydronéphroses ou les syndromes de jonction. L'examen clinique, en général, il est normal. L'imagerie, alors l'échographie, on a une hydronéphrose. Hydronéphrose, ça veut dire dilatation des cavités pyélocalicielles. Donc, dilatation anéchogène des cavités pyélocalicielles avec un urtère non visible. Il faut savoir que l'urtère, en situation normale, il n'est pas visible en échographie. S'il devient visible, c'est qu'il est dilaté. En cas de syndrome de jonction, on aura une dilatation des cavités pyélocalicielles avec un urtère non visible. L'échographie va permettre également d'apprécier le retentissement sur le parenchyme rénal, donc le degré de dilatation et l'épaisseur du parenchyme rénal, mais également d'explorer le rein contralatéral à la recherche de malformations associées. L'urographie intraveineuse, donc c'est l'examen de base pour l'exploration des hydronéphroses. Donc l'ASP va rechercher les opacités de tonalité calcique à la recherche donc, de complications lithiasiques. Après injection de produits de contraste, la sémiologie radiologique du syndrome de jonction, on a 4 signes cardinaux. On a premièrement un retard de sécrétion, au-delà de 3 minutes. Retard de sécrétion, ça veut dire un retard d'apparition du parenchyme, d'opacification du parenchyme rénal, à partir de 3 minutes. On a également un retard d'excrétion. Retard d'excrétion, ça sous-entend que le produit contraste apparaît au niveau des cavités pyélocalicielles. En situation normale, il apparaît avant la 5e minute. En cas de syndrome de jonction, en cas d'obstacle, il apparaît au-delà de la 5e minute. Une dilatation des cavités pyélocalicielles sans dilatation de l'urtère, avec un bassinet dilaté. Normalement, le bord inférieur du bassinet en situation normale, il est convexe. En cas de dilatation, on parle de bassinet joufflu, donc par rapport à la joue. Donc un bassinet avec une déformation de son bord inférieur qui devient concave, convexe. Les calices également, les fonds des cupules calicielles perdent leur concavité et deviennent convexes. On parle alors de calice en boule. On a également un retard de vidange des cavités rénales dilatées suite à un ralentissement du transit du produit de contraste dans l'urine en stase, avec absence de visualisation de l'urtère sous-pyélique dans les délais normaux, entre 15 et 20 minutes. Classification en 4 stades de la maladie de la jonction. On a le premier stade, c'est la dilatation localisée au bassinet, donc seul le bassinet pyélon qui est dilaté. Les calices ne sont pas dilatés, le parenchyme rénal est bon. Le stade 2, c'est la dilatation du bassinet et des calices avec une bonne épaisseur du parenchyme rénal, donc bassinet, calice dilaté, parenchyme épais. Troisième stade, importante dilatation pyélocalicielle avec un retentissement sur le parenchyme rénal, avec un amincissement très net du cortex.
Et le quatrième stade, c'est le rein muet, c'est le rein qui ne s'exprime pas en urine. Alors la scintigraphie rénale, c'est un examen qui permet non seulement d'évaluer donc la fonction du rein malade, mais également d'évaluer le degré d'obstruction. Il y a deux types de scintigraphie. Premièrement, la scintigraphie statique, où le radioisotope va explorer la valeur fonctionnelle de chaque rein. Donc, c'est un produit radioactif qui est injecté par voie IV et qui va être détecté par une caméra spéciale. Comme vous voyez sur l'image de gauche, nous avons le rein droit qui ne fixe pas bien le radioisotope parce que la valeur fonctionnelle est basse. Donc, c'est un rein malade. Par comparaison au rein gauche qui fixe très bien le radioisotope. À droite, nous avons la scintigraphie dynamique, où le radioisotope va être injecté et va être éliminé dans la voie excrétrice. Dans notre situation, en cas de syndrome de jonction, on a un obstacle fonctionnel, donc le flux urinaire n'est pas normal et ralenti, ce qui fait que les concentrations du produit vont stagner dans la voie excrétrice. Donc en rouge, nous avons la courbe du rein gauche qui fonctionne normalement, où la concentration du radioisotope augmente et un pic ensuite, elle diminue parce que le rein élimine le radioisotope normalement. Contrairement au rein droit qui est peu fonctionnel, où le radioisotope stagne au niveau des cavités et on aura une courbe en plateau. L'évolution du syndrome de jonction, elle est imprévisible. Certaines hydronéphroses restent stables pendant plusieurs années puis décompensent, alors que d'autres détruisent le parenchyme rénal en quelques mois. Les complications doivent être systématiquement recherchées. Essentiellement, on a la lithiase contemporaine, 10% des cas. Elle entretient l'infection et bien sûr, elle doit être traitée en même temps que la jonction. L'infection urinaire qui est souvent asymptomatique, découverte sur ECBU systématique. La destruction du parenchyme rénal, donc c'est la complication la plus grave, qui doit être recherchée systématiquement afin de pouvoir poser l'indication à temps, l'indication opératoire à temps, et préserver donc la fonction rénale. Et puis, dernièrement, la rupture pyélique, elle est rare, souvent dans un contexte traumatique, puisque la pression intrapyélique est élevée en cas de syndrome de jonction. Le pronostic, donc, il dépend de la précocité diagnostique et thérapeutique. Diagnostiquer et traiter à temps avant destruction du parenchyme rénal, les résultats sont bons. La prise en charge thérapeutique, ça consiste en une chirurgie. Le principe de la chirurgie, c'est la résection de la portion malade de l'urtère, la portion apéristaltique de l'urtère. La technique de référence ou la technique standard, c'est la pyéloplastie type Kuss et Anderson. Ça permet de traiter tous les problèmes à la fois. Ça permet la résection d'un segment urétéral pathologique. Ça permet, si le bassinet est trop dilaté, donc de réduire le volume du bassinet. Ça permet d'enlever un calcul, s'il y a un calcul, et la jonction est compliquée de calcul. Et ça permet également de décroiser un éventuel vaisseau polaire. Parfois, il y a un vaisseau polaire, une petite artère, qui naît soit directement de la aorte abdominale, soit de l'artère rénale, et qui croise, généralement, elle alimente le pôle inférieur, et elle croise la jonction, donc elle comprime la jonction. Cette pyéloplastie, donc, va permettre également de décroiser ce vaisseau polaire. On n'a pas le droit de le sacrifier, parce qu'il vascularise tout le pôle inférieur du rein. Donc, lors de cette intervention, on décroise le vaisseau, et on réanastomose le pyélon avec l'urtère autour d'une sonde double J. La sonde double J, c'est une sonde, comme vous la voyez sur l'image. Professeur, excusez-moi, mais on vous entend à peine, le son est très faible. Le son est très faible. Comme oui, ça, on vous entend à peine. Vous m'entendez? Oui, là c'est mieux. C'est mieux. Donc, le traitement de référence, on a dit, c'est la pyéloplastie type Kuss Anderson. Ça consiste à réséquer la partie malade et à anastomoser le pyélon avec l'urtère autour d'une sonde double J. La sonde de double J, vous la voyez sur l'image, il y a deux boucles. Une boucle supérieure qui est logée au niveau du pyélon et une boucle inférieure au niveau de la vessie. Ça permet donc un drainage des urines pour permettre une cicatrisation de notre anastomose. Là, on a terminé avec le syndrome de jonction.
Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vous ai mis uniquement les points essentiels. Alors, on passe à la deuxième malformation qui est le reflux vésico-urétéral. C'est quoi un reflux vésico-urétéral? C'est le passage rétrograde à contre-courant de l'urine vésicale dans les cavités urétéro-pyélocaliciées, voire dans le parenchyme rénal. 30 à 50% des infections urinaires de l'enfant sont en rapport avec un reflux. Le reflux est à nette prédominance féminine. Donc la physiopathologie, le mécanisme essentiel de ce reflux, donc c'est une défaillance. Il y a l'urtère, quand il s'abouche dans la vessie, il y a ce qu'on appelle un système anti-reflux. Le système anti-reflux est basé sur le trajet intramural sous-muqueux de l'urtère. Comme vous voyez sur cette image, nous avons la paroi vésicale constituée de 3 couches. Nous avons la couche externe, la séreuse, la couche moyenne qui est la musculeuse, ou on appelle ça le détrusor, et la couche interne qui est la muqueuse vésicale. L'urtère, quand il pénètre dans la vessie, il pénètre les 2 premières couches, donc la séreuse et la musculeuse. Ensuite, il fait un petit trajet sous-muqueux avant de sortir au niveau du méa urétéral. Alors, le système anti-reflux est basé sur la longueur de ce trajet. La longueur de ce trajet doit être supérieure ou égale à 4 fois le diamètre de l'urtère pour assurer un système anti-reflux. Lorsque ce trajet est court, donc il y a une défaillance du système anti-reflux et il y aura reflux d'urine de la vessie vers l'urtère, voire les cavités pyélocalicielles et l'oreille. L'évolution. Alors, le reflux primitif peut disparaître avec la croissance. Jusqu'à 75% des reflux primitifs disparaissent avant l'âge de 12 ans, et ceci par allongement du trajet intramural de l'urtère, donc maturation de la valve anti-reflux ou du système anti-reflux. Les conséquences donc, qui se manifestent par l'infection urinaire, donc le reflux ne crée pas l'infection, mais la favorise et l'entretient en supprimant la vidange complète. Donc il y a toujours les urines en stase au niveau de la vessie. Sur la voie excrétrice, on aura une hypotonie par diminution du péristaltisme et dilatation. Sur le parenchyme rénal, on aura ce qu'on appelle la néphropathie de reflux. Donc la néphropathie de reflux, c'est le dommage rénal séquelaire pouvant survenir après un ou plusieurs épisodes d'infection. Ça sous-entend que la néphropathie de reflux, c'est les séquelles sur le parenchyme rénal du reflux d'urine infectée. Et la néphropathie de reflux est responsable de 20 à 25% des insuffisances rénales chroniques terminales de l'enfant et de l'adulte jeune. Alors, cliniquement, il se manifeste par des infections urinaires. Il peut s'agir par des infections urinaires hautes symptomatiques avec fièvre, donc des pyélonéphrite, des infections urinaires basses symptomatiques sans fièvre, à type de cystite. Parfois, des infections urinaires asymptomatiques découvertes sur ECBU systématique. L'imagerie. Alors, l'examen clé pour l'exploration du reflux, c'est l'UCRM, urétrographie, urétrocystographie rétrograde et mictionnelle. Ça permet de donner le diagnostic de certitude. Ça consiste en l'injection de produits de contraste par le méa urétral, le produit de contraste qui va mouler l'urètre, la vessie, et on va voir s'il y a du produit de contraste qui remonte vers l'urtère ou pas. Alors on a ce qu'on appelle les reflux passifs. Les reflux passifs, c'est des reflux observés lors de la phase de remplissage. Donc lorsqu'on envoie du produit de contraste et on tire des clichés, dans la phase de remplissage, si l'urtère s'opacifie, on parle de reflux passif. Les reflux actifs sont observés au contraire au moment de la miction. Donc les différentes étapes de l'UCR c'est la phase de remplissage. Ensuite, on demande aux patients d'uriner et on tire des clichés. Il y a des reflux qui n'apparaissent pas dans la phase de remplissage, ils apparaissent uniquement dans la phase mictionnelle
où la contraction vésicale au moment de la miction va faire augmenter la pression intravésicale et on aura un reflux, ce qu'on appelle le reflux actif. La classification du reflux selon Duquette-Bellinger, c'est 5 grades. Le grade 1, comme vous voyez sur l'image, c'est le reflux qui n'opacifie uniquement que le bas urétère. Grade 2, reflux urétéro-piélocaliciel sans dilatation ni déformation des fornix. Grade 3, la même chose, mais avec dilatation modérée de l'urétère. Grade 4, c'est une dilatation urétéro-piélocalicielle globale, mais les papilles restent marquées. Ça veut dire que les papilles restent concaves. Le grade 5, c'est une dilatation importante avec un urétère tortueux et des calices en boule. Le reflux intrarénal, c'est un grade surajouté qui peut être présent dans tous les grades, sauf le grade 1. Le traitement, l'objectif du traitement, c'est de corriger le reflux et d'assurer un transport physiologique et normal des urines, éviter les complications, bien sûr, préserver la fonction rénale et soulager le patient si le patient est symptomatique. Alors, les moyens thérapeutiques, on a le traitement médical, l'antibioprophylaxie qui va permettre d'éviter les conséquences pour le rein d'un reflux infecté, donc qui va diminuer le dommage rénal ou éviter, prévenir la néphropathie de reflux. Donc, ça ne va pas guérir le reflux, mais permet d'éviter l'apparition d'infections urinaires en attendant le développement physiologique de la région urétéro-vésicale et la maturation spontanée de la valve anti-reflux. Le traitement chirurgical, il est indiqué en absence de guérison du reflux au-delà de 10-12 ans, en cas de reflux d'emblée de grade élevé et si les pyélonéphrite se répètent. L'intervention chirurgicale consiste en une réimplantation urétéro-vésicale avec réfection d'un système anti-reflux efficace. Ça veut dire une réimplantation avec un trajet intramural de l'urétère long de 4 à 5 fois le diamètre de celui-ci. Donc, un allongement du trajet sous-muqueux de l'urétère. C'est la constitution du système anti-reflux. Jusqu'ici, ça va? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous m'entendez au moins? On vous entend, professeur, oui, c'est clair. Allez, on continue. Donc, nous allons voir la troisième malformation, le méga-urétère. C'est quoi le méga-urétère, ou on appelle également urétère dilaté ou urétère large? C'est une dilatation de l'urétère d'importance variable suite à un obstacle fonctionnel du bas urétère. Tout à l'heure, on a vu le syndrome de la jonction pyélo-urétérale où le mécanisme était un segment apéristaltique de l'urétère sous-pyélique. Là, c'est à peu près la même chose. C'est un segment apéristaltique, mais au niveau de la jonction urétéro-vésicale, en bas, au niveau de la jonction basse. C'est un segment apéristaltique au niveau de la jonction urétéro-vésicale à l'origine de la dilatation urétérale. Donc, la classification en 3 grades. Le grade 1, dilatation de l'urétère seulement. Le rein est normal, il n'y a pas de retentissement sur le rein. Le grade 2, c'est dilatation de l'urétère et des cavités pyélocalicielles avec rein modérément altéré. Et le grade 3, une importante dilatation urétéro-pyélocalicielle avec atrophie du parenchyme rénal, avec un retentissement net sur le parenchyme rénal. Alors, la découverte est souvent échographique anténatale, c'est la même chose que le syndrome de jonction ou le reflux. Tout ce qui est malformatif actuellement est détecté en anténatal, puisque la majorité des grossesses sont suivies maintenant. C'est généralement autour du 4e, 5e mois. Donc, l'échographie va détecter soit une dilatation des cavités pyélocalicielles, soit une dilatation de l'urétère et des cavités pyélocalicielles. Lorsqu'on a une dilatation uniquement des cavités pyélocalicielles, l'urétère n'est pas visible, donc très probablement il s'agit d'un syndrome de jonction. Lorsqu'il y a une dilatation urétéro-pyélocalicielle, il peut s'agir soit d'un reflux, soit d'un méga-urétère. Et puis, après la naissance, le médecin traitant va continuer les investigations pour
pouvoir prendre en charge le patient à temps. Donc, le mégaurtère peut se manifester par des infections urinaires plus ou moins fébriles, et puis on peut avoir des douleurs lombaires ou abdominales. Les examens complémentaires, donc l'échographie, comme on l'a dit tout à l'heure, anténatale, va affirmer la dilatation. Donc, l'UIV confirme la dilatation et objective l'importance du retentissement en amont. On aura un retard d'excrétion avec une stase dans les cavités rénales dilatées. L'UCR, complément indispensable de l'UIV, qui vérifie l'absence de reflux associé. On peut avoir un mégaurtère refluent. La scintigraphie rénale, la même chose, elle permet de confirmer l'obstruction et permet d'apprécier le retentissement sur la fonction du rein sous-jacent. Alors, la prise en charge thérapeutique, elle est chirurgicale. Ça consiste en la résection de la partie malade de l'urtère, avec un remodelage de l'urtère dilaté, puis confection d'un système anti-reflux. Qu'est-ce que ça veut dire remodelage? Remodelage, ça veut dire diminuer le diamètre de l'urtère pour pouvoir réimplanter avec une longueur de l'urtère sous-muqueux qui est égale à 4 fois le diamètre. Alors, je vous remercie pour votre attention. Donc, le cours, il est disponible sur la plateforme e-learning et vous pouvez me laisser vos questions sur mon email. Vous m'entendez? Oui, professeur. Donc, vous avez mon email. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser vos questions. Et puis, tout le cours est sur la plateforme. Alors, sur ce, je vous souhaite bon courage et on reste en contact par mail. Au revoir.